Bon voilà, on a eu notre premier Grand Prix de la saison. Voilà, c'était dimanche dernier donc à Bahreïn. Première course de l'année, victoire de Max Verstappen devant Sergio Perez et un Fernando Alonso un peu surprise, mais pas tant que ça, vous allez le voir. Et on peut peut-être déjà féliciter Max Verstappen pour un nouveau titre en 2023 de champion du monde, troisième titre d'affilée sûrement. On va pas trop s'avancer, l'année dernière c'était exactement la même situation, inversée avec Charles Leclerc et Ferrari. Bref, bienvenue dans Stop and Go. On se retrouve pour la première fois de l'année pour débriefer le Grand Prix de Bahreïn. Et nouveauté, vous voyez ma tête. Nouveauté qui va peut-être pas ravir tout le monde, mais en tout cas, vous voyez ma tête. Effectivement, j'en parlais depuis un moment dans les podcasts, une version vidéo qui était un petit peu plus interactive. En tout cas, selon moi, c'est quand même plus intéressant peut-être de voir les gens parler. Alors là, je suis tout seul pour l'instant parce que j'ai pas encore d'invité, mais si jamais il y a des invités, ça peut être plus cool de voir les gens discuter et plus intéressant de regarder des images défiler pendant 40 minutes. Si vous voulez pas voir ma tête, ce que je comprends parfaitement, n'oubliez pas que le podcast est disponible en version audio uniquement sur Apple Podcast, Spotify, Google Music, Google Podcast, Amazon Music, Deezer même. Donc vous pourrez le regarder absolument, l'écouter pardon, absolument partout avec vous. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. On peut passer au Grand Prix. Alors cette course, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai pas grand chose à dire sur les news. On les avait déjà pas mal traitées pendant l'hiver. Et il n'y en a pas eu vraiment de nouvelles, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu grand chose en termes de nouveautés. Si ce n'est la petite blessure de notre cher ami Lance Stroll, dont on va reparler pendant le podcast, puisqu'il a fait une excellente course. Mais sinon, à part ça, il s'est pas passé grand chose au niveau des news, effectivement, depuis l'hiver. Et puis de toute façon, si vous me suivez sur Instagram et TikTok, vous avez remarqué qu'il y a des petits formats courts maintenant qui viennent un petit peu compléter le podcast pour suivre l'actualité et expliquer des choses aussi, des éléments techniques, ça peut être le moteur, les suspensions, etc. De la F1. Donc si vous voulez suivre ça, c'est dispo sur YouTube aussi en shorts, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Voilà, le petit forçage, il est fait. Surtout que sur Insta en plus en story, voilà, on est vraiment sur l'actu, j'ai envie de dire, dans le feu de l'action, quoi. Bref, on va commencer par le commencement, les qualifs. On va pas parler des essais libres parce que c'est sacrément chiant. Même si les essais libres nous ont quand même confirmé, on va dire, ce qui se passait pendant les essais hivernaux. On avait une sensation que Red Bull était vraiment devant, sensation qui s'est confirmée. Mais on savait aussi que l'Aston Martin était très rapide. Et ça a été le cas. Dès les essais hivernaux, essais libre 2 et essais libre 3, je crois, Fernando était devant. Et là, on s'est dit, waouh, attends, il est devant les Red Bull. Donc on a eu un petit espoir de pole, etc. C'est quand même pas mal rentré dans l'ordre pour la qualif, j'ai envie de dire, même s'il fait quand même une très belle perf. Max Verstappen et Sergio Perez signent la première ligne. Le premier doublé en qualif de l'année pour Red Bull dès la première course, c'est pas mal. Et devant les deux Ferrari, pas si loin, sachant que Leclerc ne fait qu'un run en Q3. Nouvelle stratégie de Ferrari, de laquelle je doutais un peu, honnêtement, pendant la qualif, mais qui s'est avérée plutôt payante en course, même si, bon, on va le voir après, c'est mal fini. Mais en tout cas, la stratégie en elle-même s'est avérée plutôt payante en course, puisque les deux Ferrari ont pris un très bon départ, Charles Leclerc a pris un très bon départ, et a réussi à faire sauter une des deux Red Bull. Donc, finalement, le fait de garder un train de pneus soft neuf pour la course, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Ça finit à 3 dixièmes quand même de Max Verstappen pour Charles Leclerc. Je suis pas persuadé. Leclerc disait en interview qu'ils avaient le rythme pour aller chercher la pole. Je suis pas certain. Je suis pas certain parce que 3 dixièmes, ça le fait quand même. Enfin, fallait un sacré deuxième run. Même si lui disait que sur le premier, il avait fait quelques petites erreurs, que le tour était pas parfait. Je sais quand même pas. 3 dixièmes, faut aller les chercher, quoi. Carlos Sainz, lui, était plus loin, mais pas si loin que ça. 1 dixième et demi de Leclerc, c'est pas une mauvaise perf en qualif. On va voir que en course, Carlos, désolé Carlos, tu vas prendre un peu cher. Enfin, très vite fait. Je vais rester gentil. Mais en tout cas, la surprise, elle vient en 5ème place. Surprise, pas tant que ça. Si vous avez suivi les essais hivernaux et les essais libres, c'était pas une grosse surprise. Mais effectivement, Fernando Alonso, qui place l'Aston Martin 5ème devant les deux Mercedes.
et devant son coéquipier Lance Stroll. Lance Stroll qui, après avoir chuté à vélo, alors la version officielle c'est qu'il est tombé à vélo. La version officieuse c'est qu'il faisait de la motocross et qu'il est tombé. Alors là vous allez me dire mais pourquoi mentir, ça change pas grand chose. Alors c'est simple, c'est parce que beaucoup de pilotes de F1 sont interdits de faire des sports un peu trop extrêmes. Souvent c'est le ski qui est interdit parce que on peut vite se faire mal et surtout au niveau des jambes, etc. Ça peut vite, tu te fais les croisés, c'est quand même compliqué pour conduire une Formule 1. Il n'y a pas qu'au foot que c'est embêtant. Donc effectivement, on peut très vite en fait être en incapacité de conduire de piloter pendant très longtemps. Donc forcément tous les sports extrêmes comme ça sont un petit peu interdits. Et les pilotes négocient souvent, ont besoin de négocier dans leur contrat le fait de pouvoir faire des sports extrêmes. Par exemple, Hamilton négocie de pouvoir faire de la moto, etc. Mais en général, les teams de F1, quand tu commences à prendre des motocross ou même des motos sur circuit, etc., et que tu commences à t'amuser avec, ils sont pas giga chauds. Pareil si tu fais du circuit, du ski, etc. En revanche, le vélo, ça fait partie de l'entraînement des pilotes. Beaucoup de pilotes font du vélo. Parce que c'est tout simplement bon pour l'entraînement d'un pilote, hein, voilà, tout simplement pour maintenir une bonne forme physique. Donc ça passe beaucoup mieux. Et puis le vélo, ça reste moins dangereux que la moto, même si il peut y avoir des chutes. Fernando Alonso, par exemple, était tombé à vélo il y a quelques saisons de ça, et avait loupé les 2 premières courses de l'année. Donc, je sais plus, je crois qu'il avait loupé des courses dans l'année, bref. Donc, c'est ce qui est arrivé à Lance Stroll. Voilà. En tout cas, il était quand même sacrément diminué, le garçon, parce qu'il s'est quand même pété le poignet 2 semaines avant le départ, donc il n'a pas participé aux essais hivernaux, donc en plus il découvre la voiture en 3 heures, voilà, il a 3 séances d'1 heure pour découvrir la voiture, complètement, il l'avait conduite que sur simulateur, mais sinon il n'avait jamais pris le volant de cette caisse avant, enfin si, très vite fait pour des filming days à Silverstone, mais bon, 100 km sur des pneus de démonstration, c'est pas... Enfin 50 en plus si tu divises avec Alonso. Donc il n'était pas vraiment bien préparé, pété le poignet, il avait des plaques en titane à l'intérieur du poignet, enfin il les a toujours d'ailleurs, donc grosse douleur quand même. J'ai pas été très serein tout le week-end, j'avoue, sur la participation de Stroll, pas forcément pour des questions de performance pure, parce qu'au pire, bon, il est un peu plus loin, c'est pas très grave, mais il semblait avoir vraiment très mal. Il avait beaucoup de mal à tourner le volant, on le voyait pousser avec le côté la paume de la main du côté opposé pour essayer de tourner le volant au virage 1. C'était pas super rassurant, honnêtement. Donc j'avoue, j'étais pas très... J'étais en mode, ouais, s'il lui arrive un petit pépin et qu'il a besoin de faire qu'il a un gros survirage d'un coup et besoin de contrebraquer, de corriger, je suis pas sûr qu'au niveau de la mobilité, tu vois, il l'est. Il y avait aussi la question de sortir rapidement de la voiture. Alors, il faut savoir que pour participer au Grand Prix, tous les pilotes doivent sortir de la voiture, faire un test de sortie de la voiture. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais en gros, ils ont un temps imparti. Je crois que c'est 7 secondes ou un truc comme ça, où ils doivent, donc on les chronomètre, sortir le plus vite possible de la voiture pour être apte à participer au Grand Prix. Ça permet, en cas de feu ou s'il y a vraiment un truc dangereux dans la voiture, sur une voiture qui est arrêtée, crashée ou quoi que ce soit, de sortir plus rapidement. Et là, Stroll, bon, il a passé le test, mais on le voyait quand même compliqué. On le voyait sortir, putain, je me disais, à tout moment, ça passe pas, quoi. Bon, il s'avère que c'est passé, il n'a pas eu de problème. Il nous fait juste, mais on va reparler quand on parlera du Grand Prix, il nous fait juste un petit dive un peu fou. Enfin, c'était même pas un dive, c'est juste un freinage à la F1 22, je sais pas ce qu'il a fait. Mais sinon, il fait une excellente course, il fait une excellente qualif aussi, en se plaçant 8ème, meilleur des autres, j'ai envie de dire, même si, bon, on va dire, les autres, maintenant, c'est ce que ce serait pas les Alpines, justement, avec Esteban Ocon, qui finit 9ème dans cette qualif. Qualif hyper compliqué pour Pierre Gasly, qui lui termine 17ème, je crois, à la régulière, mais prend une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands et finit 20ème. Bon, c'est compliqué pour Alpine. Clairement, depuis le début, dans les essais hivernaux, on voyait déjà une Alpine qui était quand même assez timide. Même les équipes comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient en termes de stratégie, d'essais, etc. Ils tournaient pas beaucoup. Quand ils tournaient lentement, vraiment. Ils ont testé des setups un peu partout, etc. Ils sont allés un peu dans toutes les directions. Bah, c'était pas que des inquiétudes en l'air, j'ai envie de dire, dans le vent, parce que effectivement, Alpine est pas là encore. Alors, ils ont progressé, ça c'est clair. Toutes les équipes globalement ont progressé et c'est
j'ai envie de dire logique, surtout quand il n'y a pas de changement majeur dans le règlement. C'est assez logique, je trouve, de progresser, et si c'était pas le cas, ce serait quand même assez embêtant, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est que les autres ont plus progressé, notamment Aston Martin, qui a énormément progressé, qui finit P7 l'année dernière au championnat constructeur, et qui est P3 actuellement. Voilà. P3 ou P2 même, P2 je crois. Bref, sacré perf, hein, voilà, de la part d'Alpine, de la part d'Aston Martin, pardon. Donc forcément, ça vient un petit peu, je pense qu'Alpine a progressé, ça c'est clair, mais c'est vrai qu'en comparaison des autres voitures, je pense qu'ils sont toujours à peu près aussi loin de Mercedes, Ferrari, Red Bull. Sauf que il y a une Aston Martin qui est venue comme ça directement passer de P7 à se greffer à une bataille avec les Ferrari et les Mercedes. Donc ça fait que de l'extérieur on se dit ah ouais mince, Alpine pas fou. Mais je pense qu'ils ont quand même cette petite avance en termes de perfo pur sur Alfa Romeo, Haas, etc. Bref, justement derrière, Nico Hülkenberg, revenant, qui nous fait une super qualif, honnêtement. Tout comme pas mal de débutants, j'ai envie de dire, dans cette qualif. Alors, compliqué pour les AlphaTauri, donc De Vries, pas fou. Les McLaren, on va en reparler, c'est cata complète. Piastri finit 18ème des qualifs, à la régulière, hein, je parle avant application des pénalités pour Gasly. Non, même pas. Bah non, en fait, non, c'est vraiment 18ème avec Gasly 20ème. Donc oui, c'était pas à la régulière du coup. Sargent finit 16ème, juste derrière Albon, et il a failli passer en Q2, mais il a fait le même temps au millième près que Lando Norris, mais vu qu'il l'a fait après, priorité à Norris, donc il n'est pas passé en Q2, mais sinon, il passait en Q2, et ça c'est vraiment une grosse perf. Honnêtement, globalement, les débutants, enfin les rookies, et plus particulièrement Sargent, qu'on n'attendait pas vraiment, j'ai envie de dire, je trouve qu'il a quand même super bien performé ce week-end, que ce soit en qualif ou en course. Il est beaucoup plus proche d'Albon que l'était Latifi par exemple, alors qu'il avait 3-4 ans d'expérience. Donc franchement, très agréablement surpris de Sargent, qui fait un super week-end et une super course. Les Alpha 12 et 13 en qualif, j'ai envie de dire, c'est à peu près là où on les attendait. Il y en avait certains qui pariaient sur une Alpha hyper rapide. C'est pas l'impression qu'elles ont donné aux essais, honnêtement. Enfin, pour avoir suivi les 3 jours d'essais de manière assez assidue, j'ai pas remarqué les alphas, même en comportement quand on regardait les on-board, etc. Elles semblaient pas forcément la plus rapide, contrairement par exemple à la Aston Martin, dont on pouvait voir clairement le potentiel. Même en regardant juste les on-board, ça se voit, la voiture elle est facile à piloter, elle est équilibrée, etc. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui transposait beaucoup sur les alphas. Donc voilà, les Williams qui ont quand même fait un step en avant, et ça s'est vu dès la qualif. Voilà. Et week-end catastrophe, je le disais, pour Alpine. Enfin, catastrophe. On va dire contrasté, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. En qualif, donc pour finir sur les qualifs, c'était Pierre Gasly qui a eu beaucoup de mal en Q1, tout simplement, parce qu'il est sorti en Q1, donc on va pas parler des autres Q2 et Q3. Alors, tout le week-end, il a eu une voiture qui était un petit peu sous-vireuse, je crois, et ils ont voulu le corriger. Juste après les FP3, ils ont fait du setup, etc. Ils ont réglé la voiture. Et en fait, c'était catastrophique. Gasly glissait de partout. Si vous regardez les on-board de la qualif de Gasly, c'est catastrophique. Le pauvre Pierre, il est en glisse de partout. Et donc, il finit 17ème. En plus, histoire de le terminer, pénalité, on va le voir à Alpine ce week-end. Les pénalités, c'est incroyable. Bref, il prend pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Et hop, ciao, bye bye, tu pars dernier. Allez, maintenant on passe à la course. La course, on va parler très vite des Red Bull. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hyper rapide. Ils ont mieux bossé que les autres, clairement. Bravo à eux. Ils ont vraiment une super monoplace. Ils ont géré leur stratégie. J'avais vraiment l'impression de voir Mercedes en 2014-15, ou même 2016. C'est-à-dire qu'ils sont tranquilles. Ils font leur stratégie, ils font leur vie. Ils font 2 trains de soft. J'ai pas compris. Au début, je me suis dit, 2 trains de soft, c'est osé. Si jamais il y a un incident de course, une safety car ou quoi, ils sont un peu faits. Mais bon, ils ont tellement de rythme qu'en fait, voilà. Leclerc l'a dit après la course, hein.
même s'ils étaient en hard et les Red Bull en soft, il a dit en rythme de course, il n'y avait rien à faire, et même s'ils avaient fait aussi soft, ils ne seraient pas passés sur les Red Bull, mais ça montre aussi à quel point les Red Bull peuvent moins dégrader que les autres. Pérez, notamment pour doubler Leclerc à la stratégie, s'est décalé et a fait, je crois, 17 tours avec les softs, donc avec des softs rodés en plus, puisqu'ils avaient déjà servi en qualif. Donc franchement, c'est pas mal, et ça montre bien que la Red Bull est extrêmement efficace sur un tour, on l'a vu, même si Ferrari est bien plus proche sur un tour, comme on l'a dit, mais sur un rythme de course, ils dégradent absolument pas en fait leurs pneus. C'est aussi le cas d'Aston Martin, effectivement, et on peut en parler maintenant. Fernando Alonso, 3ème. Ah ben ça fait du bien de voir un Fernando, alors qui force un peu à la radio, j'avoue. On aime ou on n'aime pas, mais en termes de vitesse, de performance, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir un Alonso qui enfin a les armes pour montrer tout son talent. Si on en doutait, et si vous regardez la F1 depuis quelques années, vous pouvez vous dire que Alonso, pas ouf, c'est un bon pilote de midfield, lol. Non, Alonso, frérot, ils viennent de donner une arme. C'est comme redonner un couteau à un serial killer, frérot. C'est vraiment, vous avez fait un truc, Aston, vous vous rendez pas compte. Alonso qui finit donc 3ème, plus de rythme que les autres, globalement, sur la course. Alors, j'ai envie de dire qu'à la régulière, si on peut commencer à établir une hiérarchie, ça se bat plus avec Mercedes qu'avec Ferrari, qui semble quand même avoir une petite longueur d'avance, surtout Leclerc. Sainz, on va en parler juste après, mais voilà, Sainz qui a déclaré, j'ai mes petits articles là, il a déclaré dans la presse qu'il était très inquiet du rythme de course d'Aston Martin, qu'il avait vraiment impressionné par rapport au sien, et qui disait que Ferrari était clairement derrière en rythme de course. J'ai envie de dire, Carlos, c'est toi qui es derrière en rythme de course, parce que prendre 20 secondes en une dizaine de tours, enfin j'exagère, mais franchement, à la mi-course avant l'abandon de Leclerc, il était à 20 secondes. C'est toi qui est un petit peu garé, parce que Leclerc n'aurait jamais été inquiété ni par les Mercedes, ni par l'Aston Martin d'Alonso, ni même celle de Stroll d'ailleurs, de toute la course. Leclerc vivait vraiment sa course seul au monde, c'est-à-dire que les Red Bull devant, c'était ciao. Les Red Bull, les Aston et les Mercedes derrière, c'était ciao. Donc il y avait plus personne. Et clairement, il y avait plus personne pour Leclerc. Il était seul au monde. Il abandonne, on va en reparler. Mais en tout cas, Alonso, parce que je dérive beaucoup, Alonso fait une course exceptionnelle. Et on le voit, il gère la stratégie en live, comme il a l'habitude de le faire. J'ai envie de dire, Alonso, quoi. Un peu comme un Vettel à l'époque, il questionne tout le temps la stratégie, il sait ce que vont faire les autres. Ça, c'est exceptionnel. Le mec est à 300, faut quand même se rappeler ça, il est à 300 km/h dans une Formule 1, il doit accessoirement piloter, mais aussi changer les vitesses, changer les balances de frein à quasiment chaque virage, penser à sauvegarder les pneus, sauvegarder l'essence. Enfin, je veux dire, t'as toute une gestion de course qui vient derrière, plus accessoirement le pilotage d'une Formule 1 à 300 km/h. Et le frérot, il est là, il est dans son salon, il regarde, clairement, Febro le disait, il est dans son salon, le frérot, il regarde la course, et il est en mode, Hamilton, on va mettre la pression, je vois qu'il dégrade plus, etc., on va mettre la pression, voir comment ils réagissent. Je suis en mode, frérot, ok, ça marche, nickel. Donc vraiment, Alonso, c'est cette capacité-là, qu'il avait déjà il y a très longtemps, il l'avait déjà dans les années 2000 avec Renault, mais forcément, quand vous lui rajoutez derrière 15 ans d'expérience, ou 20 ans d'expérience même, c'est imbattable. Enfin, je veux dire, et puis en plus, le frérot, j'ai l'impression qu'il a une forme physique d'un mec de 22 ans. Et il a toujours la pointe de vitesse énorme. On le sait, Alonso, c'est un pilote de course et moins un pilote de qualif. Il nous l'a encore prouvé après un départ compliqué. Justement, il se fait un petit peu taper par Stroll qui se décale au T3, je crois, au T4, et qui... je sais pas pourquoi il freine beaucoup trop tard, et il vient quasiment taper, mais il vient quasiment harponner Alonso, qui prend sa trage classique, et ça tape un peu de l'arrière. Pas de crevaison, pas de problème sur l'aileron avant de Stroll, pas de crevaison pour Alonso, donc bien joué Stroll, t'as juste tapé ce qu'il faut. Et effectivement, et après il se fait même doubler, je crois qu'Alonso se fait doubler par Bottas. En plus, au départ, Bottas fait un départ exceptionnel d'ailleurs. Si vous regardez le départ de Bottas en on-board, il est assez impressionnant.
Mais en tout cas, après ça remonte, et après juste Alonso il a fait jouer son rythme et sa dégradation. Il a moins dégradé que les Mercedes, et encore moins que les Ferrari, et surtout que la Ferrari de Sainz. Sainz qui a énormément dégradé et qui était à la fin sur des œufs, clairement. Alors, Leclerc ayant abandonné, on n'a pas pu voir la dégradation sur Leclerc en fin de relais, parce que malheureusement il a abandonné, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Aston, elles dégradent pas, ou très peu. Euh, Ça me fait un peu penser au Red Bull à ce niveau-là. Et donc, elles vont être très très redoutables, je pense, en course, notamment. Je pense qu'en qualif, il y a toujours le gap. Et globalement, je pense qu'en course, le gap il y est aussi, surtout avec Leclerc. Leclerc me fait un peu penser à un Verstappen en 2020, tu vois, qui se battait contre les Mercedes, mais qui était le meilleur des autres, mais qui était quand même trop loin, qui était en fait dans un no man's land, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne derrière, personne devant. Et là, Leclerc me faisait vraiment penser à ça, c'est-à-dire qu'il tente un peu tout, même avec les petites stratégies des qualifs, garder un train de soft neuf et tout, mais ça marche, enfin ça marche pas, c'est juste, tu peux pas lutter quoi. Ou même un Vettel, hein, quand il se battait contre les Mercedes en 2015, tu vois, c'était... Et le frérot, il était tout le temps troisième. Là, on risque de voir un podium, je préviens, le podium qui risque d'arriver le plus, Verstappen, Perez, Leclerc. Ça, c'est votre top 3 de l'année, ça va être ça. Alonso et Aston Martin, ils ont une chance de gagner un Grand Prix cette année, ça c'est clair, de faire des podiums, ça c'est sûr aussi. Mais il faut quand même pas, faut quand même, je pense, attendre quelques courses, histoire d'avoir une vraie vision plus claire, plus globale du plateau et de la vraie hiérarchie. Parce que faut pas oublier que Bahreïn, c'est un circuit pour les pneus, sûrement le pire circuit en termes de dégradation. Premièrement, les virages, beaucoup de virages rapides en appui, notamment dans le dernier secteur, ou même notamment début du deuxième et du troisième secteur. Des gros freinages qui sollicitent beaucoup la charge sur les pneus, des grosses accélérations aussi. Donc en termes de motricité pour les pneus arrière, il faut faire passer tout ça au sol. Donc ça c'est dur. Et surtout, des températures très chaudes, même la nuit il fait quand même très chaud. Et des pneus, enfin il y a un revêtement de piste qui est sûrement l'un des plus abrasifs de l'année. Voire même carrément l'un des plus abrasifs de l'année. Donc en termes de dégradation pneumatique, d'usure de pneus, c'est vraiment le pire, c'est le pire possible. Ce week-end on avait C1, C2, C3, donc quasiment les 3 pneus les plus durs de la gamme Pirelli, il reste que C0 qui est plus dur, mais donc on avait quasiment les trains les plus durs de la gamme Pirelli, et pourtant ça dégrade beaucoup. Donc je pense que c'était vraiment la pire course pour Ferrari, qui en plus l'a avoué clairement, ils ont des problèmes de dégradation, en plus des problèmes de fiabilité, on va en parler maintenant tout de suite de Ferrari. Ça dégrade beaucoup, ça voilà, c'est clair, Fred Vasseur l'a dit, hein, on dégrade trop, il y a 2 problèmes, c'est la fiabilité et la dégradation. Voilà, donc ils ont des upgrades qui arrivent vite, je crois, vers Melbourne, enfin même Jeddah, Melbourne, un nouvel aileron avant, ils ont testé un nouvel aileron arrière avec un seul mât, mais il tremblait beaucoup trop parce que c'était encore un prototype et il n'était pas assez rigide, donc il a été retiré et on a mis la spec de base de l'aileron arrière. Donc ça c'est un aileron qui va normalement stabiliser le train arrière et aider à la dégradation, enfin à améliorer la dégradation. Globalement la Ferrari, l'année dernière elle avait énormément d'appui, elle dégradait un peu trop mais elle avait énormément d'appui, mais elle allait pas très vite en ligne droite. Cette année ça a été corrigé, les Ferrari vont beaucoup plus vite en ligne droite et on l'a vu, Sainz notamment a réussi à défendre sur Hamilton grâce à ça. Hamilton avait le DRS et l'aspiration en fin de course et il n'arrivait pas à passer. Alors Alonso avec des pneus qui étaient bien mieux conservés, genre il y avait un tel écart de pneumatique qu'il est passé facilement juste en traction, il est sorti du virage, il est sorti de l'épingle, il était frérot, il a juste fumé. Sainz il s'est mis à hauteur avant même le déclenchement du DRS, donc il n'y avait pas photo, mais Hamilton qui était plus proche en termes de perfo pneumatique, ça passait pas tout simplement parce que les Ferrari vont beaucoup plus vite en ligne droite, mais le revers de la médaille c'est qu'elles ont perdu en efficacité aéro en virage, donc elles ont moins de grip aéro et ça dégrade encore plus les pneus. Donc nouvel aileron arrière qui va arriver très vite, nouvel aileron avant aussi, tenter de rééquilibrer un peu tout ça, de gommer un peu le sous-virage qui est peut-être un peu trop présent sur la Ferrari et surtout qui induit du survirage en sortie. Souvent quand vous avez du sous en entrée, vous avez du sur en sortie, hein. Voilà, c'est-à-dire que la voiture elle tourne pas, vous arrivez à la faire tourner et hop elle vient de l'arrière. Donc globalement un petit peu compliqué pour l'instant ce début de saison pour Ferrari, même si je trouve
honnêtement, par rapport à ce qu'on a vu en essais hivernaux, ça m'a pas choqué. C'est-à-dire que c'est loin de Red Bull, ça c'est sûr, mais c'est quand même devant, pour moi c'est devant Mercedes et Aston Martin. Voilà. Sur cette course-là particulière, où la dégradation est extrême, et où Sainz, je trouve, était pas dans le coup, forcément Aston brille devant Aston Martin. Bon, le deuxième problème de Ferrari, on va pas pouvoir le louper, c'est la fiabilité. Problème d'unité de contrôle électronique du moteur qui a tout simplement lâché. Hein, voilà, on l'avait déjà remplacé. En plus des batteries qu'on avait remplacées dans la nuit de samedi à dimanche, on a remplacé juste avant la course ce fameux ECU, qui est donc vraiment le cerveau de la voiture, hein, qui contrôle toute l'électronique au niveau du moteur. Et il a lâché tout simplement. Donc quand il a lâché, turbo en sécurité, moteur coupé, ciao bye bye, on ferme le rideau et on se retrouve à Jeddah. C'était censé être résolu, voilà. Alors, on va pas non plus commencer à tirer la sonnette d'alarme de partout. Il faut certes qu'ils travaillent s'ils veulent revenir, mais faut pas oublier qu'il y a 12 mois, on parlait exactement dans la même situation inverse. Ferrari faisait un doublé et Red Bull abandonnait des 2 voitures. Voilà, juste ça. C'est un, on va dire, ça. Je pense que c'est moins inquiétant pour Ferrari de voir ça que des vrais casses moteurs, des casses de turbo, etc. Là, c'est de l'électronique. Alors, je dis pas que c'est plus facile à régler, mais ça montre qu'au moins la partie thermique, le moteur en lui-même, a été fiabilisé, en tout cas pour l'instant. Toucher du bois, les fans Ferrari. Mais effectivement, il va falloir travailler, ça c'est clair pour Ferrari. Je les vois pas se battre pour le titre, mais une deuxième place constructeur devrait normalement. Alors on est qu'au premier Grand Prix, hein, il en reste 22, je crois, ou 21. Donc on va se calmer là-dessus, mais honnêtement, je suis pas surpris de la performance de Ferrari. J'ai été surpris forcément de la fiabilité, parce qu'en plus ils ont enchaîné 3 jours de test à Bahreïn en pleine chaleur toute la journée, à tourner 8 heures par jour sans problème. Mais il y a eu un truc sur cette unité de contrôle, puisqu'on l'a changé juste avant la course. Est-ce qu'on l'a mal changé? Peut-être qu'on l'a mal rebranché, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est clairement quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Leclerc avait l'air vraiment dépité. D'abandonner, ça c'est clair. Mais même en termes de rythme de course, je pense qu'ils ont quand même pris une claque. Je pense que chez Ferrari, on s'attendait peut-être pas à être aussi loin en rythme. Ça prenait plus d'une seconde par tour à certains moments de la course. C'est chaud, une seconde par tour. Hein. Parce que si tu prends une seconde par tour pendant une course de 50 tours, tu finis à 50 secondes. Ça paraît très logique dit comme ça, mais c'est beaucoup, 50 secondes. Voilà, ça veut dire que 50 secondes, même sur un petit fait de course, tu passes pas, quoi. Donc voilà, Ferrari, j'ai envie de dire, il faut bosser, surtout sur la fiabilité, parce que la performance, j'ai envie de dire, ça va développer forcément dans l'année, donc ça va s'améliorer, et pourquoi pas, mais surtout, il faut finir les courses, en fait. Parce que là, par exemple, Leclerc le disait très bien à l'arrivée de la course, finir 3ème, c'était un bon résultat pour eux. Ils n'avaient pas le rythme pour gagner, ça c'est clair. Ils auraient pu finir 3, 4 ou 3, 5 à la rigueur si Alonso passait, parce qu'Alonso aurait sûrement passé Sainz quand même en fin de course. Mais c'est tout. C'est quand même un bon résultat. Là, ça prend déjà un écart colossal au championnat. Je crois que Ferrari est à 12 points, du coup. C'est ça, ouais, 12 points avec la 4ème place de Sainz, quand Red Bull inscrit déjà 43 points. Alors, est-ce que Ferrari doit se concentrer et doit prendre comme adversaire Red Bull? Je sais pas, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il va falloir plus se concentrer sur Aston et Mercedes, même si, comme j'ai dit, je pense qu'ils ont une petite longueur d'avance, mais c'est peut-être plus eux, ils sont peut-être plus proches. En tout cas, Aston et Mercedes sont plus proches de Ferrari que Ferrari n'est proche de Red Bull. Bref, on a tout dit. Stroll, pour finir sur les Aston Martin, même si on en a déjà parlé, il fait une super course. Sinon, il tient, franchement, comme on l'a dit avant, quand on parlait des qualifs, il découvre la voiture en 3 heures. Il a le poignet encore pété avec des plaques en titane dedans. Il a un orteil qui est pété aussi. Enfin bref, le frérot, il est complètement cassé. Et ça marche super bien. Il fait une bonne course. Il finit derrière les 2 Mercedes, certes, mais avec des petites passes d'armes avec Russell. Donc ça, c'était plutôt cool.
Donc voilà, une bonne course pour les Aston en global. Les Mercedes, bah, c'est dur, clairement. Alors, de l'extérieur, c'est quand même moins garé que l'année dernière, par rapport à Red Bull en tout cas. Euh, Même ils sont plus proches de Ferrari notamment. C'est juste que l'écart avec Red Bull, il n'a pas beaucoup changé, il a même peut-être augmenté. Mais derrière, en fait, Red Bull a pris une longueur d'avance sur tout le monde. Et derrière, tout le field, il s'est vachement resserré. Je pense qu'on a trois équipes qui sont assez proches, même si avec un petit avantage Ferrari sur les trois équipes suivantes, on va dire, du plateau. Derrière, j'ai l'impression qu'on a un Alpine qui devrait se dessiner en leader du midfield avec des Alfa Romeo, Williams, Haas, tu vois, qui sont un peu dans le mix derrière. Stroll finit devant, finit devant Russell, d'ailleurs. Voilà, petite erreur, excusez-moi. Mais effectivement, les Mercedes, ça a été compliqué. C'est un week-end difficile, c'est vrai. Le concept marche pas. Le concept global de la voiture, je parle pas que des pontons, parce que c'est pas que ça, c'est pas parce que demain ils vont ramener des pontons de Red Bull, il est collé sur la Mercedes qui va prendre 2 secondes au tour. Mais globalement, le concept général de la voiture, dont les pontons font partie, ne fonctionne pas. Ou en tout cas, je pense que chez Mercedes, on a pensé qu'on pouvait extraire beaucoup de potentiel, et ils en ont extrait beaucoup de potentiel, parce que la voiture est quand même vachement plus rapide que l'année dernière, et tout au long de l'année dernière, elle a beaucoup évolué aussi, elle a pris en vitesse, jusqu'à gagner des courses en fin de saison. Mais j'ai l'impression que chez Mercedes, en fait, on a atteint un plafond de verre avec ce concept, et juste, cette philosophie de voiture ne permet pas de gagner encore des secondes. Là où chez Mercedes et chez Red Bull et chez Ferrari, on semble, en ayant gardé chacun leur propre concept, qui sont très différents aussi, pouvoir gagner en performance encore. Donc chez Mercedes, il va quand même falloir sérieusement se poser la question, et Toto Wolff l'a dit, c'est bon, c'est mort, on abandonne. Ouais, mais frérot, je te rappelle qu'il y a un budget cap maintenant. Donc on peut pas juste foutre 300 millions sur la table et dire les gars, vous me refaites une voiture B pour les environs de Barcelone, Monaco, hein, voilà. C'est pas possible cette année. Donc, est-ce qu'ils avaient prévu le coup? Et à ce moment-là, pendant l'hiver, ils ont développé 2 concepts. Mais j'ai envie de dire, c'est carrément se tirer une balle dans le pied de devoir travailler sur 2 trucs. Parce que du coup, tu divises ton temps en 2, quoi. Donc, pour moi, ils ont pas de concept qui est prêt. En tout cas, ça ferait pas sens. Ce serait pas logique d'avoir travaillé sur 2 concepts en parallèle pendant l'hiver. Autant tout mettre sur l'un ou sur l'autre. Donc, il y a des rumeurs qui disent que voiture B complète aux alentours de Bakou, etc. Je suis pas certain. Enfin, en tout cas, la logique ne voudrait pas ça. Et si j'ai raison, ça veut dire que Mercedes va garder le concept au moins toute l'année, en tentant de l'améliorer, mais bon, en tentant d'améliorer ce qu'ils peuvent, quoi. Et du coup, ça va être compliqué d'être devant Mercedes, enfin d'être devant Ferrari ou devant Aston Martin. Je parle même pas de Red Bull. Donc Mercedes, ça sent quand même la saison un peu compliquée, même si je trouve quand même, en termes de début de saison, faut pas comparer par rapport à Abu Dhabi l'année dernière. Si on compare par rapport à Bahreïn l'année dernière, c'est quand même mieux. Parce que l'année dernière, alors, même si en termes de résultats pur et dur, Mercedes fait un coup de fou puisque les Red Bull abandonnent, ils étaient à des années-lumière l'année dernière. Faut pas oublier que Hamilton, je crois, ils sont en Q1 à Jeddah l'année dernière. Donc, juste pour petite comparaison, il se fait doubler par Magnussen en course. Une Haas. Qui marchait certes très bien, mais une Haas. Voilà. Si vous aviez dit ça aux gens en 2021, ils auraient dit non, c'est pas possible. Donc, voilà, il y a ce truc-là. Je pense que chez Mercedes, on est quand même mieux que l'année dernière. Donc, voilà. C'est juste que c'est encore loin, quoi. C'est encore loin, malheureusement, pour eux. On va vite parler de Alfa Romeo. Alfa Romeo qui fait une bonne course, surtout avec Bottas, on l'a dit, il prend un excellent départ, il a vraiment capitalisé là-dessus. Il a été longtemps seul, Gasly finit très très proche de lui, je crois qu'il finit dans la seconde. Il lui manquait peut-être 1 ou 2 tours pour aller le chercher, mais en tout cas, c'est une 8ème place. Je check, pour pas dire de bêtises, 8ème place pour Bottas, donc plutôt un très bon résultat, je trouve, en tout cas pour lui. Derrière Joe, c'est plus difficile, je crois qu'il finit 16ème. J'ai pas vraiment regardé la course de Joe, je vous avoue, je vois que le résultat là. Je sais pas trop ce qu'il faisait, le petit Joe.
Mais en tout cas, dès la qualif, hein, il était quand même derrière Bottas déjà. Je crois, je vais regarder en qualif. Oui, en qualif, c'est juste derrière. Euh, et pas loin d'ailleurs. Mais je crois que c'est au départ que ça s'est joué pour Joe, malheureusement. Euh, En tout cas, voilà, Alfa Romeo, je pense qu'ils sont là où je les attendais, personnellement. Pas plus, pas moins, ça va jouer des points de temps en temps. Mais il va falloir, je pense, vite capitaliser pour eux, parce qu'on a déjà 4 équipes qui vont dominer les 8 premières places, en fait. Donc il va nous rester 2 places, quoi. C'est vraiment... Alors là, on a l'abandon de Leclerc qui donne une place en plus, mais sinon, pour les autres teams, globalement dans l'année, vous allez vous battre avec 2 positions, quoi, pour la 9 et la 10, quoi. Parce que derrière, les 4 premiers teams, ils sont loin devant. Et pour Alfa Romeo, ou pour encore Alfa Tauri, ou même As, ou même Williams aussi, quand Alpine, et je pense qu'Alpine, ils vont débloquer pas mal de performances assez rapidement avec des upgrades. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai un petit peu. Quand ils vont avoir débloqué cette performance-là, ça va être compliqué. Surtout que là, Gasly remonte 9ème. Il faut pas oublier qu'Ocon fait une course catastrophe avec des pénalités, etc. On va en parler. Globalement, les Alpines, ça pouvait finir les deux dans les points. Donc déjà là, sans les upgrades. Donc j'ai l'impression que ça va vite être très verrouillé le top 10. Et que derrière, en fait, ça va se battre malheureusement pour des 12e places, des 11e places, pour être un peu le meilleur des autres. Mais malheureusement, ça compte pas pour grand-chose. Que vous soyez 11e ou 20e, au championnat, ça change pas grand-chose. Mais effectivement, derrière les Alpines, on retrouve les Williams qui ont énormément progressé. On le disait en qualif, ils finissent 10e avec Albon, 12e pour Sargent qui fait une excellente course, comme j'ai dit, et un excellent week-end au global. C'est cool de voir les Williams progresser comme ça. L'année dernière, elles étaient vraiment loin. Cette année, elles ont quand même vachement progressé, même si la voiture reste difficile à piloter. Globalement, il manque d'appui par rapport aux autres. Et Alex Albon le disait, la voiture elle glisse un petit peu partout. Du coup, en dégradation, ça aide pas. Et en plus, comme on l'a dit, Bahreïn, le pire circuit pour la dégradation. Du coup, on est quand même sur, globalement, je pense, un week-end qui est réussi pour Williams, malgré le fait que Williams, c'était peut-être potentiellement, comme pour Ferrari, un des pires circuits de l'année pour eux, avec énormément de dégradation, en plus d'une voiture qui dégrade beaucoup. Donc, franchement, ça peut être pas mal. Moi, j'ai hâte de voir une Williams à Monza, comme l'année dernière, en fait. Hein. C'est une voiture qui, au global, manque d'appui, donc elle va plus vite en ligne droite. Donc, c'est quand même... ça va quand même être, je pense, très perfo sur des pistes comme Monza. Même à Jeddah, pourquoi pas. C'est quand même un circuit qui est pas mal sur la vitesse de pointe, même s'il y a des virages rapides en appui. Pourquoi pas. En tout cas, très bonne course des deux Williams. Nico Hülkenberg, je vais pas forcément parler de Magnussen, qui fait une course qui est un petit peu dans le train DRS. Hein. Il y a eu un gros train DRS de la 10e à peu près, de la 10e place jusqu'à Nico Hülkenberg, voire même jusqu'à Joe. Mais globalement, Magnussen fait une course assez... dans le rythme des autres, difficile de se sortir de ce train DRS, hein, clairement. Ça aussi, c'est une observation que j'ai eue cette année. Je sais, corrigez-moi si vous pensez si vous pensez pas pareil, mais j'ai l'impression que alors ça c'est pas une impression, les voitures ont gagné en performance, ça c'est clair, elles ont gagné une bonne grosse seconde, voire 2 secondes au tour. Mais j'ai l'impression que c'est plus dur de suivre et plus dur de se dépasser quand on voit que Pérez est resté bloqué tout un relais, quand même tout le premier relais, derrière Charles Leclerc, alors que, on l'a vu, la Red Bull est quand même vachement plus rapide que la Ferrari. Il y a une grosse différence de performance pure. Ça fait un peu peur, parce que je me dis, ouais, c'est quand même difficile. On a eu ce train DRS aussi, donc c'est ça qui m'y fait penser. L'observation que j'ai eue en regardant la course, c'est de me dire, c'est quand même, j'ai l'impression que c'est dur de suivre, en tout cas de se suivre faisable, mais de doubler, difficile. Alors est-ce que c'est dû aussi, encore une fois, à la piste? Comme on l'a dit, c'est très difficile en dégradation et en sollicitation pneumatique, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça se rapprochait, que ça attaquait un peu, ça surchauffait les gommes et bon, c'était ciao. C'est peut-être ça. Peut-être. Je sais pas, on verra. En tout cas, un peu comme pour la hiérarchie, il va falloir au moins 3-4 Grands Prix. Je pense que aux environs de Barcelone, on devrait mieux voir tout ça. Surtout que avec la suppression du Grand Prix de Chine, il va y avoir
un gros gap de 3 semaines, je crois, 3 semaines, un mois, entre les 3 premiers Grands Prix de l'année, donc une fois qu'on aura fini Melbourne, et le quatrième, on va avoir une grosse pause, et sûrement qu'on devrait arriver à la nouvelle rentrée des classes, avec beaucoup d'upgrades et d'améliorations, donc on devrait voir encore une fois une hiérarchie qui va peut-être un petit peu bouger, ou en tout cas se stabiliser, on va dire, pour quelques équipes. Bref, je reviens sur mon Nico Hülkenberg, qui fait une course très moyenne, et surtout un départ, en fait, où il vient taper Ocon, si je me souviens bien. Il casse son endplate. Petite erreur d'appréciation, c'est son premier départ depuis un an, globalement, puisqu'il avait roulé l'année dernière avec Aston, les 2 premières courses de l'année. Donc voilà, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je sais pas. C'est une petite erreur de jugement. En fait, il fait à peu près la même erreur que Stroll, c'est-à-dire que c'est au même virage, il freine un peu tard, il est à l'intérieur, et puis boum, ça touche. Sauf que là, ça touche un peu plus fort. Pas de crevaison pour Ocon, mais en revanche, un endplate cassé pour Hülkenberg qui lui fait perdre beaucoup de temps. Je sais même pas s'ils l'ont changé au stand ou pas, mais en tout cas, ça perd beaucoup de temps. Et surtout, ça perd l'avantage de cette 10e place qu'il avait réussi à attraper en qualif. Donc pas de points pour As. Globalement, As aussi a progressé, mais en fait, tous les autres aussi ont progressé. Et maintenant, j'ai l'impression au global que à peu près toutes les équipes, si ce n'est McLaren pour le moment, peuvent aller chercher les points. Clairement, franchement, à part McLaren, j'ai l'impression que tout le monde pouvait aller chercher les points. Tsunoda finit à la porte des points. On l'a vu, Williams est dedans, Alpine est dedans, Alpha est dedans. Enfin, Alpha Romeo. Les As sont pas loin, et on l'a vu en perfo pur, en qualif, il rentre en Q3. Il n'y a que McLaren qui est ni rentré en Q3, ni rentré en... Enfin non, il y a aussi AlphaTauri, mais je veux dire, McLaren semble vraiment plus loin. Alors en plus, avec des soucis de fiabilité, on va en parler tout de suite, mais en tout cas, ce qui va être dur pour As et pour toutes les équipes, c'est que j'ai l'impression que la 8e et la 9e place, elles peuvent être challengées pour l'instant par tout le monde. Donc c'est très proche, alors c'est très cool, parce que du coup ça rend les courses un peu intéressantes, parce que c'est vrai que devant, on se fait vite chier, j'ai envie de dire. Enfin en tout cas les 2 premiers, on sait déjà qui c'est. Mais après derrière, on a quand même une belle bataille pour la P3 globalement, entre 3 équipes, et tout le reste du plateau qui se bat quand même pas mal pour le reste des points. Donc c'est plutôt cool. Le midfield c'est globalement plutôt plutôt bien resserré même. On avait je crois 1 seconde entre la P1 et la P20 en Q1. Donc bon après les Red Bull en Q2, Q3 elles ont monté le rythme, hein, mais c'était quand même assez... J'étais agréablement surpris, on va dire, de voir toutes les monoplaces aussi proches. McLaren. Voilà, si vous regardez la version audio, vous êtes en train de voir ma tête actuellement et vous vous dites qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. J'ai envie de dire McLaren, voilà, on l'a dit dès la preview, dès l'épisode preview 2023, au lancement, ils n'avaient pas l'air confiants. Au shakedown, ils n'avaient pas l'air confiants. Aux essais libres, enfin aux essais hivernaux, ça marchait pas du tout. Alors on se disait, ouais, c'est que des essais, lol, et tout. C'est que des essais, et oui, certes, il faut prendre ça avec des pincettes, mais ça reste quand même... ça donne quand même une très bonne lecture globale de la situation, et honnêtement, j'ai pas eu de surprise. Franchement, j'ai eu aucune surprise. Il y avait Alpine, où on était un peu dans le... Ah, on sait pas, lol. Même les autres équipes savaient pas, mais à part pour Alpine, j'ai eu aucune surprise ce week-end. En termes de performance sur toutes les monoplaces, je m'attendais plutôt à ça. Et McLaren, je m'attendais à ça, quoi. Ça marche pas du tout. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que ils ont fait une bonne saison, enfin une très bonne saison 2020, 2021. Ça commence à être plus dur face à Ferrari, surtout en fin de saison. 2022, ils ont quand même tenu, on va dire, le fight jusqu'au bout avec Alpine. Et là, cata. Une petite pensée à Daniel Ricciardo qui est parti avec 18 millions pour éviter de finir 17ème pour Norris. 17ème, le seul à 2 tours. Alors, il y a eu plein d'arrêts, il s'est arrêté une dernière fois, etc. pour tenter d'aller choper le meilleur temps. Enfin bref, tout ça. Mais globalement, je pense que notre petit Daniel, il s'est fait un bon petit move. Là, il est en vacances. Il est chez Red Bull, donc il peut peut-être revenir par Red Bull ou AlphaTauri en Formule 1.
il s'est pris 18 millions et c'est le dernier vainqueur de McLaren en F1 et je pense que ça va le rester pendant un petit moment. Globalement. Donc Norris, on le disait, problème de système de rappel de soupape. Il faut savoir qu'en F1, le moteur tourne tellement vite que le rappel de soupape se fait pas avec des ressorts, mais avec un système à air comprimé. Voilà, parce qu'il faut que ça aille tellement vite, parce que les soupapes, je peux vous dire qu'elles bougent à une vitesse assez impressionnante. Donc il y a un système d'air comprimé qui rappelle les soupapes. Problème, et ça arrive assez souvent, j'ai l'impression quand même, problème pour Norris, il y avait une perte de pression quelque part, une petite fuite, donc on perd de l'air au fur et à mesure, et si à un moment le système il marche plus bien, votre moteur il explose complètement. S'il y a une soupape qui descend et qui vient rencontrer le cylindre, le piston, pardon, c'est ciao. C'est vraiment, il y a tout qui pète et c'est fini. Donc pour sauvegarder le moteur et pour éviter de le casser, on s'est arrêté un paquet de fois pour venir remplir justement ce système en air comprimé. Pour Piastri, c'est un problème électrique, je sais pas trop ce qui s'est passé. On a voulu changer le volant, on a enlevé le volant, mis le nouveau, on n'arrivait pas à mettre le nouveau. Et quand on a mis le nouveau, la voiture redémarrait pas. On a sorti le démarreur avec un mécanicien pour tenter de redémarrer la voiture. Et puis au bout d'un moment, la caméra a cut, on est revenu dessus, ils avaient rentré la voiture dans le garage. Salut, bye bye. Si vous êtes Oscar Piastri actuellement, est-ce que vous avez le seum d'avoir signé pour McLaren et non pas Alpine comme vous deviez au départ ? Je pose la question. Pour l'instant, Alpine, ça marche pas fou non plus. Mais quand Alpine va être régulièrement dans les points, je pense que le petit Oscar, il aura le seum. J'ai envie de dire dommage pour McLaren. Je sais pas quoi dire d'autre. Un peu comme Ferrari, il manque de... Alors, à une autre échelle, mais il manque de rythme, clairement, de performance. Et on l'a vu, aussi de fiabilité, apparemment. Donc, il va falloir régler et travailler très vite sur ces deux problèmes-là. Je crois qu'à Bakou, il y a pas mal de pièces qui vont arriver sur McLaren, pour la McLaren. Espérons que ça porte ses fruits, parce que pour l'instant, c'est très dur. Voilà, on a parlé d'à peu près tout le monde. J'en ai volontairement, on va dire, oublié quelques-uns, parce que j'avais pas grand-chose à dire dessus. Mais sinon, globalement, on a quand même review pas mal de choses sur cette première course de l'année, qui, comme je l'ai dit, a été... Pour moi, quand même très sympa à regarder, parce qu'il y a eu des batailles à peu près à tous les niveaux, même si devant, on est reparti pour une Mercedes, les gars. Enfin, je veux pas tirer la sonnette d'alarme trop vite, mais... Alors, si vous êtes fan de Red Bull, c'est très cool, mais effectivement, devant, ça va être vite, je pense, plié. Derrière, en revanche, ça va être très très cool, donc ça, c'est bien. Et on devrait, je pense, avoir une très bonne saison, surtout au niveau du midfield, comme j'ai dit, ça se bat... Pour la P3, on a 3 équipes qui se battent. Derrière, on a tout le reste qui va se battre pour les points, pour la fin des points. Donc ça devrait être quand même assez cool à voir. J'ai hâte qu'on se retrouve au prochain Grand Prix, tout simplement à Jeddah, pour parler d'un peu tout ça et voir. Encore une fois, chaque fois qu'on va avoir une nouvelle course, on va avoir une idée chaque week-end un peu plus claire de la hiérarchie. Donc ça aussi, j'ai hâte. N'hésitez pas, je continue un petit peu de forcer, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, dites-moi ce qui peut être amélioré, etc. pour les prochaines. À me suivre aussi sur TikTok et sur Instagram. Instagram surtout pour l'actualité jour par jour. Et sur TikTok aussi. Vous les avez en shorts aussi et en réel sur Insta, mais voilà pour un petit peu découvrir des points techniques sur la F1 ou avoir des petits résumés très rapides. J'en ai fait un d'ailleurs pour le Grand Prix de Bahreïn. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt, donc dans 2 semaines, pour débriefer le Grand Prix de Jeddah. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.